Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Raphaël Godot. Effectivement, je suis en santé sécurité au travail. Je fais de la santé, tout ce qui concerne la santé sécurité au travail et plus particulièrement, pardon, de la SSQVCT, ce qu'on appelle maintenant avec les nouveaux acronymes, c'est la santé, sécurité, qualité de vie, conditions de travail. Je fais ça depuis maintenant quasiment 10 ans et vraiment spécialisé depuis 6 sur la QVCT et la QVT. Donc, le webinaire va se décomposer comme suit. Hop. Une petite histoire, donc je ne vais pas vous saouler avec des passages historiques, juste un petit rappel. Bien parler de l'accord national interprofessionnel de 2021 qui est toujours d'actualité, bien évidemment. Les principaux outils de la QVT, le bien-être en entreprise, c'est quoi? Parce qu'on a beaucoup de surprises. Et enfin, les grandes tendances du bien-être en entreprise. Comme a dit Aurélia, je vous laisse gérer les questions en chat et j'y répondrai bien évidemment à la fin. Alors, la petite histoire de la QVCT. Donc, la QVCT, avant, c'était la QVT, maintenant, c'est devenu la QVCT. Donc, c'est quoi la QVCT? Donc, on retrouve ce fondement donc, de QVT dans les années 50, donc chez Eric Trix et David Scott de l'Institut de Londres. Et il met en évidence l'importance du collectif du travail, son autonomie dans sa fonction de soutien aux individus au plan psychologique. L'idée, en fait, est un petit peu simple. C'est On place, comme vous le voyez à l'écran, Frédéric Esberg place son analyse sur l'idée d'intégrer des facteurs dans des situations réelles de travail, enrichissement, élargissement, importance du travail valorisant. Le QVT est vraiment mentionné à New York dans une conférence en 72, où là, on va s'intéresser à l'intégrité physique, l'intégrité psychique, le développement du dialogue social et l'équilibre de la vie au travail et de la vie hors travail. Ce qu'on maintenant on appelle, bien évidemment, le, la, la possibilité de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Donc, la définition des partenaires sociaux en France qui sort des accords nationaux interprofessionnels de 2013. Alors, c'est quoi un accord national interprofessionnel au passage? Que la dernière fois, on a eu la question. C'est que toutes les branches professionnelles se mettent autour du table pour négocier. C'est pour ça qu'on appelle ça un accord national interprofessionnel. Donc, la définition commune est simple, les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie qui en résulte. Donc on est vraiment parti sur l'amélioration des conditions de travail et surtout les risques professionnels et de la prévention. Donc en 2013, on en était sur certains, en 2021, bien évidemment, vous vous doutez, ça a un petit peu augmenté. L'amélioration des conditions de travail, son contenu, l'organisation, l'environnement de travail, la conduite du changement, c'est favoriser l'engagement et la performance. Donc, on va vraiment s'intéresser aux salariés, entre guillemets, et j'insiste bien entre guillemets, personnes morales. L'idée, c'est de vraiment s'intéresser aux conditions de travail dans son entreprise et aussi dans son service. C'est pour ça qu'entre guillemets, on dit personne morale, parce que s'il change de service, ses conditions de travail peuvent changer tout simplement. Donc, on fait un repositionnement des activités managériales sur un registre de soutien de la régulation. On aide les managers à mieux appréhender les difficultés en équipe en prenant en compte, bien évidemment, des conditions réelles d'exercice au travail et des actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour le salarié, la performance globale sont d'autant plus quand l'organisation se transforme. Ça, en ce moment, les évolutions d'entreprise, il y en a beaucoup. Donc, la question du travail fait partie intégrante des objectifs stratégiques de l'entreprise et maintenant elle doit être prise en compte dans son fonctionnement quotidien, notamment d'anticiper les conséquences des mutations économiques. Ça, c'est ce qu'on appelait l'ANI de la QVT en 2013 et depuis 2021, de toute façon, les conditions de travail doivent être analysées dans le document unique. Donc, pour vous expliquer un petit peu, chaque équipe a sa vision. Aucune vision n'est mauvaise. Toutes les visions sont justes. Tout dépend du point de vue. Si c'est la direction, bah, c'est eux c'est eux les plus importants, bien évidemment. Si c'est les services commerciaux, on essaye d'en mettre partout. Les services au sol, bon, bah, voilà comment l'avion. Le financier, s'il pouvait mettre 50 étages, il le ferait. Pour les aéroports, plus c'est petit, c'est mieux. Le service d'entretien, c'est plus facile. Les ingénieurs, etc. Donc, il faut concilier tout ça et surtout décloisonner les visions, ce qui n'est pas simple, surtout quand c'est les communications verticales et transversales. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, la démarche est assez simple. On passe d'une logique d'empilement des actions à une approche plus structurée visant la cohérence et faisant du sens sur le plan stratégique. On accompagne les mutations dans un souci de préserver les salariés, intégrer un volet QVCT dans une démarche RSE.
La RSE, maintenant, intègre bien évidemment la QVCT. Et bien évidemment, favoriser le maintien ou le développement des engagements au travail personnel et pas uniquement sur les fonctions et les formations métiers. On répond aussi à des problèmes d'absentéisme, de turnover et de démotivation et de climat social. Donc ça, vous le voyez plus sur d'autres webinaires, sur les problèmes de RPS, etc., qu'ADN a déjà fait, et je pense qu'ils vont les refaire. Et c'est de répondre à des enjeux d'attractivité de l'entreprise et de fidélisation du personnel, ou plus globalement d'image de marque. On prend vraiment à cœur maintenant l'image de marque de la société sans dialogue social, parce que maintenant, comme vous vous doutez, avec les réseaux sociaux, tout se sait très vite. Donc, une démarche de QVT, c'est quoi? Déjà, on cadre, on définit le cadre et le processus et le système des acteurs par des groupes de travail. On comprend, on identifie les thématiques et on en parle au travail. Ça veut dire que toutes les décisions ne se font pas dans les bureaux. On va sur le terrain, on va sur la réalité du terrain. On parle avec les équipes. Ça, c'est très important. On expérimente. C'est pas parce qu'au service compta, ça s'est très bien passé, entre guillemets, d'un claquement de doigts, en 3 jours, on avait la solution, qu'au service logistique, ça va être ça. Et l'inverse est tout aussi vrai. On ancre la QVT dans l'opérationnel par des projets, par des fonctionnements. Ça n'a pas fonctionné, ça n'est pas grave. C'est de l'expérimentation. Toutes les expériences ne sont pas productives et réussies du premier coup. Il y a des ratés. Ça n'a aucune importance. On prend le temps. Et on fait du management au quotidien avec des expérimentations, des projets. Les projets à petite échelle, même dans un service ou même dans une fonction, sont plus facilement à mettre en place que de déployer ça pour 500 personnes, c'est l'évidence même. Et après, on pérennise par de la transmission, des transferts, des diffusions, des réunions de bonnes pratiques, d'harmonisation, etc., etc. Donc là, on a la fameuse roue de la QVT qui avant était la roue de la QV, qui était avant de la roue de la QVT, maintenant qui est passée à la QVCT, pardon. Donc on parle bien des 6 branches, les relations au travail, le climat social, le contenu du travail, la santé au travail qui est très importante, mais aussi les compétences parcours professionnel, l'égalité professionnelle surtout, et le management participatif et des engagements. Si on n'a pas un engagement de la direction et du management, ça ne fonctionnera pas à tous les niveaux possibles, que ce soit le N+1 pour parapher les acronymes d'entreprise, au PDG et au conseil d'administration. Que dit l'accord de 2021? Alors, on est passé de la qualité de vie au travail à qualité de vie, conditions de travail. Donc, l'accord national interprofessionnel du 9 novembre 2020 sur la santé au travail formule un certain nombre de nouveautés, dont les conditions de travail. La QVT, une lettre de plus, ne devait pas apporter de modifications majeures. Pourtant, y regarder de plus près, QVCT pourrait signifier une rupture plus importante qu'il n'y a pas en matière de santé au travail. À l'époque de ce texte, on était en 2021, maintenant on est en 2025. C'est ancré, les conditions de travail sont dedans, renforcées par la loi santé et sécurité au travail, qui impose que les conditions de travail soient intégrées dans le document unique. Donc, toutes les participations les organisations ont été favorables, ainsi que le côté patronat. Donc, peu de temps après la fin de la négociation, la proposition de loi sur la santé au travail a été portée et elle prévoit la transposition des stipulations de l'ANI visant notamment à prévaloir la culture de la prévention des risques professionnels sur les mécanismes de réparation des atteintes à la santé des travailleurs. La proposition de loi à laquelle le gouvernement a engagé une procédure accélérée a été votée à l'Assemblée le 17 février 2021. Et en août 2021, il y a eu la fameuse loi Santé Sécurité au Travail qui est la suite de cette loi du 17 février 21. Les principes essentiels, donc c'est l'ANI, le nouveau rappelle les principes suivants, la promotion d'une prévention primaire, très important, primaire, ancrée dans la réalité du travail. C'est la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le terrain avant même que les incidents arrivent. À la différence de la tertiaire, on fait de la réparation. L'articulation renouvelée entre la qualité de vie et santé au travail ou encore un renforcement de la proximité des services de santé au travail, ça a été mis en place. Bien évidemment, il est aussi question d'une démarche donc de continu de prévention primaire en matière d'amélioration des préventions des risques. Cette ambition est portée par une notion qui fait son apparition, la QVCT, et je rappelle que l'accord a débouché aussi sur la loi santé sécurité au travail d'août 2021, applicable au 31 mars 2022.
Et par ailleurs, on ne parle plus de QVT, mais de QVCT permet d'avoir un discours clair. L'amélioration de la qualité de vie au travail et des agents s'inscrit dans une série d'actions sérieuses de matière directe à celle des conditions de travail. Avant, il y avait du baby-foot, du yoga du rire, j'en passais des meilleurs. Ce n'est plus dans la QVCT. C'est dans le mieux-être au travail que je vous expliquerai un petit peu après. Donc la QVCT nous ramène en effet aux sujets centraux d'une organisation, les pratiques managériales, le maintien dans l'emploi, les trajectoires professionnelles, la conduite des transformations. C'est les quatre axes. Donc la pénurie du médecin de travail étant une réalité, l'accord a prévu bien évidemment de confier en partie leur mission à des médecins généralistes. Ça a été mis dans la loi santé sécurité au travail. Qu'ils soient autonomes des SST ou en interentreprise, donc les santé au travail deviennent des services de prévention et de santé au travail avec la proposition d'améliorer leur maillage territorial, les missions de coordination, etc., etc., etc. Tout ça, ça a bien évidemment été renforcé par l'autre loi que je ne vous ai pas expliqué. Donc l'ANI cible le maintien d'un emploi d'un salarié dont la santé est altérée, qui constitue une grande part des activités quotidiennes des médecins du travail, avec des cellules dédiées au sein des services de santé, la fameuse visite de mi-carrière, qui est obligatoire à partir de 45 ans, et dans les branches PME, une création d'une commission paritaire dédiée à la santé et à la sécurité du travail. Tout n'est pas encore fait parce qu'entre-temps, ça a été un petit peu compliqué, mais surtout la création d'une commission de sécurité au travail est suggérée dans les entreprises de moins de 300 salariés, simplement comme on a eu en 2018 les CSE qui se sont arrêtés, le législateur a vraiment remis les ex-CHSCT en CSSCT maintenant pour les entreprises de 300 salariés, tout simplement. Donc, avec quoi on peut avoir des outils? Donc, l'ANAC, l'Agence nationale d'aide aux conditions de travail, la QVT, c'est désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail et la performance globale, d'autant plus que l'organisation se transforme. Ça, c'était en 2013. On fait de la prévention primaire et il faut faire de la prévention primaire, c'est obligatoire. Donc, comme vous voyez à l'écran, les entreprises, dans les entreprises, les moyens et les actions mises en œuvre doivent être écrites dans ce fameux document unique, avec un investissement aux effets durables contribuant à la performance individuelle et collective. Donc, on renforce encore le fameux document unique avec tous les indicateurs qui y sont passés, intégration des données sociales, etc., etc., etc. L'ANI stipule que pour les employeurs, ils doivent développer des actions de prévention, tout en rappelant que la jurisprudence admet qu'un employeur et ses délégataires peuvent être considérés comme ayant rempli leurs obligations s'ils ont mis en œuvre des actions de prévention. Toutes les jurisprudences le confirment. Et des risques professionnels, outre les risques classiques, maintenant, on parle aussi des risques comme l'usure professionnelle, les risques émergents, les nouvelles technologies, les nanoparticules et les TMS. Mais maintenant, on parle aussi de la sédentarité, de l'addiction, des risques routiers, etc., etc. Tous ces risques-là font bien évidemment, partie de la qualité de vie, conditions de travail. Bien évidemment, les risques psychosociaux avec le burn-out, le bore-out, le burn-out, les dépressions, le suicide, les maladies cardiovasculaires, etc. Aurélia va se faire un plaisir de vous parler après de ces nouvelles formations très intéressantes. Et en fait, les risques psychosociaux peuvent être de causes multiples. Ça, vous verrez dans ces formations que l'employeur doit évaluer et aussi intégrer dans le document unique. Il doit mettre en place des actions de prévention dans l'activité professionnelle et de respecter strictement la vie privée du salarié par des actions de prévention, de formation, etc., etc. Le fameux document unique, je vais pas revenir dessus parce qu'en fait, je sais qu'ADN a un très beau webinaire dessus, donc allez le voir, vous en saurez beaucoup plus que ce petit slide. En gros, le document unique, maintenant, doit être archivé sur 40 ans. Pourquoi 40 ans? Bah, c'est une carrière, hein, etc. C'est une carrière normale, je veux dire complète. Le CSE, notamment par la CSSCT, doit être mobilisé. Dans sa mise à jour, le document unique est un véritable objet de dialogue social. L'obligation d'élaborer le DU et l'assortiment du programme manuel de prévention, ça maintenant se fait sur les entreprises de plus de 50. Pour les moins de 50, le rapport annuel de prévention ne se fait plus, le document unique reste toujours obligatoire et le CSE doit faire partie du groupe de travail document unique. Donc, on a rajouté via la loi Rebsamen de 2014 l'organisation du travail qui inclut à la fois les actions sur les risques psychosociaux et les actions de la qualité de vie, conditions de travail, parce que tout est lié.
Exemple, un bureau qui n'est pas très bien éclairé, où il n'y a pas de plantes, où les bureaux sont très impersonnels, ça peut favoriser des RPS par rapport à un bureau qui est à côté d'une fenêtre avec des plantes et où le salarié ou la salariée peut mettre la photo de famille, etc. Ça fait des petites choses, mais ça rentre dans les qualités de vie et les conditions de travail. Alors, c'est quoi le bien-être en entreprise? Vaste question. Ben, c'est un terme générique qui a toujours été utilisé à mauvais escient. On parle de bien-être, mais en fait, on devrait parler de mieux-être. En fait, l'INRS fait un distinguo entre le bien-être et le mieux-être, renforcé par les normes canadiennes de la santé au travail. En gros, le bien-être au travail, comme je vous l'avais expliqué, c'est vraiment le salarié, entre guillemets, pris dans sa version globale, droit à la déconnexion, conciliation vie privée, vie personnelle, droit à la formation, et pas que sur des supports métiers, mais je sais pas, demain il a envie, je sais pas, moi, te faire une formation en anglais, une formation autre, il peut le faire ou pas. Euh, bah, tous les bureaux, ça j'en ai déjà parlé, et les sujets sont multiples. Le mieux-être en entreprise, c'est vraiment le salarié sur des personnes physiques. On va le voir après. La personne physique, où là on peut rajouter le yoga, la sophrologie, la réflexologie, les massages en entreprise, etc., etc., etc. Mais il faut vraiment faire ce distinguo, sinon on va droit dans le mur. Donc, en gros, comme je vous le venais de vous l'expliquer, les facteurs essentiels pour le personne au travail, c'est le respect de l'intégrité physique et morale, la santé, l'hygiène, les absences de violence et de harcèlement. Le travailleur au travail, ne pas être empêché de faire sa tâche, bien sûr, disposer des conditions nécessaires de réalisation, pas de contradiction entre pratique et sens du travail, etc. Et surtout, les formations et les fonctions périphériques, bah, les facilités d'agrément, confort de vie au travail, comme je vous l'avais expliqué. Et de l'autre côté, facilité, confort dans l'exercice spécifique des tâches, l'ergonomie des postes, les chaises ergonomiques, etc., etc. Tout ça, c'est du bien-être, parce qu'on va parler du travailleur. Donc la cohérence, la clé du bien-être au travail, l'infirmière, c'est masquer ses émotions sourire en toutes circonstances. Le comptable d'avoir un bilan irréprochable, l'enseignant de transmettre ses connaissances. Mais et après, on reporte sur le métier et les contraintes en tenant compte des émotions attendues, ressenties, la cohérence des rôles et les influences postulées sur le niveau du bien-être au travail. Sourire en toutes circonstances, c'est mission impossible, que ce soit une infirmière ou que ce soit un autre métier. C'est très compliqué de sourire en permanence. Et pourtant, certains métiers le demandent. Donc ça, vous le verrez plus dans le replay. J'essaie de vous montrer si on voit la souris. On ne voit plus. Ah, j'ai un petit bug, bon, c'est pas grave. On voit la Donc souris, l'infirmière, Raphaël. pardon? On voit bien Ah oui, c'est bon, je ta la vois, ma souris. souris. Voilà. Donc l'infirmière, je l'avais pas vue, c'est pour ça. Donc l'infirmière se montre secourable. Les émotions attendues, tristesse lorsqu'un patient décède, pleurs à la vue de toutes les plaies ouvertes, etc. Les émotions ressenties, tristesse, peur, la cohérence des rôles, les influences de bien-être au travail, ça stagne, etc. Plus, moins, c'est un petit peu comme ça qu'on fait le tableau. Donc là, en gros, le travailleur, parce que ça, c'est des formations qu'on peut déployer avec ADN qui sont basées sur les travaux de l'ANACT Laract. Donc le travailleur, la situation de travail face aux diverses sollicitations, recours à des stratégies, le physique, le cognitif, l'émotionnel, les émotions ressenties, la cohérence du rôle, etc. Le but, c'est d'être en phase. C'est surtout ça le plus important. Les grandes tendances de bien-être en entreprise, là, je vais un petit peu mieux vous expliquer. Donc, on a bien évidemment la sophrologie, la relaxation et les techniques de bien-être. Alors, attention, pour être parfaitement dans le métier en tant que formateur de formateurs dans d'autres métiers du bien-être, il y a de tout dans ce métier-là. Donc, si vous voulez faire de la sophrologie, il n'y a aucun problème. Il y a le syndicat des sophrologues qui est très très bien avec Madame Aliota qui en est à la tête, où il y a des formations de qualité, des praticiens parfaitement formés, des sophrologues parfaitement formés, avec même des, des options où ils interviennent en entreprise. Donc, eux sont parfaitement formés. Donc, si vous voulez faire venir des sophrologues, vérifiez bien les compétences, vérifiez bien leur école, allez dans les écoles, sur Internet bien sûr, regardez les programmes de formation, regardez tout ça. Et je rappelle qu'en France, il faut une attestation de compétences
Et le diplôme, seul le RNCP ou le RS ou un diplôme d'éducation nationale est valable. Le joli papier, disons diplôme, n'a absolument aucune valeur juridique et ça pourrait même être, en plus de ça, un faux. Donc, grosse méfiance sur ce milieu-là, avec des techniques de bien-être sur la sophrologie. Donc, à ce jour, la chambre syndicale, comme c'est bien expliqué, et le syndicat des sophrologues, il y a deux organismes professionnels, ont des écoles, comme je venais de dire, qui pratiquent un RNCP. Ils sont mis à jour, normalement, les sorties, c'est la norme NF de qualité, mais tous ne sont pas formés à la prévention entreprise. Donc attention à ça, c'est bien de les faire venir, c'est très utile, mais s'ils ne sont pas formés à la prévention dans l'entreprise, il risquerait d'y avoir quelques petits ratés. Donc je rappelle, Chambre syndicale de sophrologie, syndicat des sophrologues, vous pouvez y aller les yeux fermés, ce sont des vrais professionnels. Après, bien sûr, on a les techniques de bien-être, de Hamma, etc. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y a un diplôme, mais le RNCP de massage Hamma n'est pas mis sur l'entreprise. Certaines écoles de formation sont spécialisées dans l'entreprise. C'est quoi le massage Hamma? C'est l'ancêtre du Shiatsu qui est arrivé il y a plus de 1000 ans au Japon pour la petite information. Et c'est une technique de massage habillé. Bien évidemment, le ou la salariée n'a pas retiré son blouson, éventuellement un gros pull pour masser, il reste totalement habillé. Le premier qui vous dit les massages sont déshabillés n'ont pas la place dans l'entreprise, on est bien d'accord là-dessus. Et il faut les dénoncer. Donc, comme c'est expliqué, il y a aussi les règles de l'URSSAF. Donc, les règles de l'URSSAF, vous voyez le webinaire sur les avantages en nature des salariés. Grosso modo, ça doit être pris en compte par l'entreprise sur les plans de prévention, sinon ce sera des avantages en nature. À ce jour, aucune fédération de bien-être ne forme le côté entreprise, même s'il y a des fédérations, je suis bien placé pour le savoir, aucune ne forme entreprise, ils font tous du particulier et veulent aller d'entreprise. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais praticiens, mais pareil que les sophrologues, faites attention, il y a des très bons et il y a des très mauvais. En tout cas, merci Raphaël pour ton intervention. Je pense que Je nous t'en allons prie. pouvoir démarrer du coup, aborder la deuxième partie de ce webinaire. Donc en effet, nous voulions mettre un peu l'accent sur une formation que nous venons tout juste de lancer, la formation harcèlement moral et RPS. Je ne sais pas du coup si Aurélia, tu m'entends. Oui, je suis là, Agathe. Je peux peut-être te laisser la main du coup pour nous faire une petite présentation de l'offre. Oui, alors c'est vrai qu'on a lancé une offre de formation donc sur le harcèlement moral et les risques psychosociaux. Euh, alors, ce sont des thèmes qui sont abordés rapidement dans la formation santé, sécurité, conditions de travail. On le sait, Raphaël est un de nos formateurs et donc on sait bien que c'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans le questionnement des élus de CSE et également des directions des entreprises, parce que c'est une difficulté des fois pour mettre des mots sur un process, une démarche, identifier les choses, essayer de factoriser les choses. Et donc, on a déterminé bah voilà, un programme de formation pour savoir harcèlement moral, qu'est-ce que ça veut dire, les risques psychosociaux, quelle en est la définition. Et effectivement, là, on vient de voir la différence, par exemple, entre la QVCT et les risques psychosociaux. Enfin, on sait que c'est pas en mettant un baby-foot dans une entreprise qu'on va faire de la prévention des risques psychosociaux. Donc voilà, même si au niveau de l'image, on sait que les directions apprécient ça, que c'est un facteur de recrutement, etc., mais on fait bien distinction. Donc cette formation-là, pour nous, elle a pour objectif en fait de donner un apport de connaissances, déjà d'une part, de faire un point aussi bah, sur comment prendre en charge quelqu'un qui est dans difficulté enfin, psychosociale, voilà, que ça soit sur le point de vue émotionnel, sur le point de vue du temps de travail, de son poste, etc. Comment lancer une démarche d'analyse de poste au niveau de l'entreprise et avec toute la communication qu'il est nécessaire de mettre en place entre des élus de CSE, qui sont référents harcèlement ou non, et la direction, les services des ressources humaines et des services extérieurs de santé au travail. Donc voilà, donc c'est une formation sur une journée. Nous, on trouve que c'est un très très bon complément en fait aux formations initiales obligatoires parce que ça permet vraiment de se poser des questions pour aller plus loin sur ce sujet. Voilà.
Merci Aurélia. Pour information, je vous ai indiqué dans l'onglet discussion un lien que vous pouvez bien évidemment remplir, c'est un formulaire. Et comme ça, notre collègue Aurélia va pouvoir vous recontacter si vous souhaitez des informations supplémentaires. Je pense, Aurélia, tu as quelque chose à rajouter en plus ou on a pu aborder tous les éléments sur cette nouvelle formation? En fait, c'est une formation, oui. Juste ce qu'on va mettre en plus, effectivement, comme l'a souligné Raphaël, c'est un rappel que de dire que les risques psychosociaux doivent être pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques. Et on voit également pendant cette formation la manière dont on peut se saisir de ce sujet pour l'écrire. Parce que la difficulté, c'est aussi ça, c'est d'écrire les choses parce que on ne peut pas se dire qu'il y a aucun risque, voilà. Mais comme dans tout risque, il y a une notion de fréquence et une notion de gravité. Donc on l'aborde également dans cette formation. Merci Aurélia. Peut-être que nous pouvons faire un tour de table, si jamais il y a des questions, que ce soit en lien avec la nouvelle formation qu'Aurélia vient tout juste de nous présenter, ou même pour le webinaire. Est-ce que vous avez des informations, des besoins d'éclaircir un certain point, un certain élément? C'est le moment ou jamais pour poser vos questions, justement. Après, c'est vrai que c'est un sujet que nous, on affectionne avec Raphaël. Pas dans le Je sens où on aime confirme. les risques psychosociaux, pas dans ce sens-là, mais c'est vrai c'est toujours assez large et on en a débattu souvent, hein. Moi, je parle souvent des baby-foot ou des fléchettes qui peuvent être mis en évidence des fois dans des salles de pause à l'entrée des entreprises pour bien noter qu'ici, c'est le monde du bien-être, etc., tout ça. Voilà, faut bien faire la différence effectivement entre des situations de risques psychosociaux et des volontés effectivement de mettre en place soit de la QST, soit du bien-être, mais en tout cas la différence entre bien-être et mieux-être est importante au niveau d'une direction, à bien faire cette distinction et au niveau des élus aussi. On a des fois l'envie de proposer des choses qui feront plaisir à nos collègues et qui se voient. Voilà, sans finalement aller chercher l'information où elle peut être. Donc, Et puis des fois, c'est aussi Et, pas facile aussi de se lancer, on ne sait pas par où commencer, et justement pour aborder ce sujet-là. et en plus, ça Aurélia et Agathe le savent, derrière, il y a aussi les règles de l'URSSAF, et les règles de l'URSSAF sont strictes sur ce genre d'activité, donc il faut faire attention quand même où est-ce qu'on va. Alors, nous avons deux questions. La première Ah, question, nous avons eu un audit à l'école qui doit le communiquer aux collègues. Est-ce le chef d'établissement ou le CSE? c'est toujours le chef d'établissement. Le CSE doit communiquer uniquement après aval du chef d'établissement. Donc, c'est vraiment le chef d'établissement, après consultation du CSE, qui, lui, communiquera à l'ensemble des collaborateurs. Merci, Raphaël. Nous avons également une question de Jérémy. Comment prévenir les risques et mettre en place des éléments QVCT? On ne peut pas faire de la qualité de vie, conditions de travail si on n'a pas fait une analyse fine des risques psychosociaux. C'est comme si vous vouliez démarrer avec une voiture de course et que vous n'aviez pas votre permis. On ne peut pas prendre en compte la qualité de vie, conditions de travail, même si on veut bien faire des choses, sans qu'on n'a pas fait une analyse fine des risques psychosociaux et surtout des besoins du collaborateur. Elle doit se faire par unité de travail. Elle doit se faire globale dans l'entreprise pour qu'on ait vraiment toute la vision d'ensemble de la société, unité de travail par unité de travail, pour pouvoir ensuite vraiment analyser. En plus de l'annexe des risques psychosociaux, il faut passer par les dispositifs, mais ça, je sais qu'ADN les a aussi, ANACT, ARACT, concernant comment dirais-je, concernant la partie intégration des données sociales dans le document unique. Donc, en gros, pour vous expliquer très rapidement, on prend le salarié dans un tableau, on met le matricule du salarié quand même pour l'identifier, son âge, son sexe, son entrée dans l'entreprise, son entrée au poste, et on croise avec toutes les absences autorisées du Code du travail pour voir dans l'entreprise, est-ce qu'à un moment, sur une unité de travail, oui, mais il y a des risques, oui, mais pourquoi il y a des risques? Ah bah, il y a beaucoup d'arrêts maladie. Ah bah, pourquoi il y a beaucoup d'arrêts maladie? Ah oui, parce que la moyenne d'âge, c'est 50 ans, ils ont 25 ans d'habitude au poste, ou inversement, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a enfin derrière fait son analyse in fine des risques psychosociaux, comme on a les outils, là, on va pouvoir partir en qualité de vie au travail. D'abord,
on va s'intéresser aux salariés, comme je disais tout à l'heure, sur la personne morale, entre guillemets, bien sûr, hein, un salarié n'est pas une personne morale, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu. Et regarder ses conditions de travail. Il est sur un poste, sur une chaîne. Le poste, il est comment? Il y a de l'huile par terre. Je caricature. C'est chaud, c'est froid, c'est glacial en hiver, c'est chaud en été, etc. Non, ça va, etc. Il a tous ses équipements et il est dans un environnement bruyant. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer, etc., etc. Pour les bureaux, c'est pareil. Ah, ils sont 12 dans le bureau sur 20 mètres carrés, comme des fois avec Aurélia, on a vu. Ah bah, on va peut-être essayer de les cloisonner, de décloisonner, etc., etc. D'accord? En gros, c'est ça. Ouais. Ça prend du Et temps. après, c'est vrai que, bah, un peu avec le même regard critique sur des métiers de sophrologue ou autre, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces analyses-là de risques psychosociaux, elles peuvent se faire avec des personnes qui sont des professionnels. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, des gens comme Raphaël ou les formateurs d'ADN en règle générale. Nous, on a un agrément, on est intervenant sur la prévention des risques professionnels. Il est important aussi de se prémunir de ça parce que tout le monde va pouvoir vous dire ah mais si parce que ça peut paraître instinctif etc. Mais comme voilà comme Raphaël l'expliquait des fois on a l'utilisation de matrices reconnues par l'ARAC, l'ANACT etc. Il y a des outils de l'INRS et autres et nous on a en fait l'avantage c'est qu'on va pouvoir avoir cette vue d'ensemble et la culture de l'entreprise aussi hein, est à mesurer c'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui est déjà en peine de gérer ces risques d'accidents physiques, parler des risques psychosociaux va être très compliqué. Tandis qu'une entreprise qui a déjà fait ce travail de prévention sur les risques physiques, du coup, la parole sera plus libre en fait pour aborder de la prévention des risques psychosociaux. Tout Merci à fait. Aurélia. Ah, j'ai oublié de préciser, par exemple, que la formation harcèlement moral et RPS, il y a une session par mois en fait qui se déroulera. Et alors, on peut le faire soit en entreprise, soit en visioconférence également. Ce qui fait que ça permet de rendre accessible à davantage de monde cette formation-là. Et d'apporter plus de flexibilité. Je vais reprendre un petit peu la parole. C'est- quand on veut vraiment aborder la qualité de vie, conditions de travail, effectivement, comme l'a encore souligné Aurélia, il y a plein de personnes, il y a plein d'acteurs. Vous allez à Préventica, vous allez voir plein d'acteurs, etc. Mais à la base, c'est déjà un fil rouge. Comme l'a dit très justement Aurélia, est-ce que il y a vraiment une culture de l'entreprise qui est vraiment dans de la prévention? Ou est-ce que, malheureusement, comme d'autres entreprises, la prévention, c'est un monde à part? Eux, ils sont production, production, production. Euh, Par exemple, on va aller faire de la qualité de vie au travail. Ah d'accord, mais il y a eu 25 accidents, 25 accidents l'année dernière dans cette entreprise, et dans l'autre entreprise en face, il y a 5 harcèlements sexuels, 3 harcèlements moraux. Je caricature. Là, on va arriver pour faire de la qualité de vie au travail, on va parler de la sophrologie. Ça pourrait même avoir beaucoup plus de problématiques que de résolution des problèmes. Il faut y aller prudemment, étape par étape, comme l'a si bien souligné Aurélia, les Euh, risques physiques, les risques psychosociaux, l'analyse RPS, l'analyse des données sociales, et ensuite on fait de la QVT. Si vous ne faites pas ce cheminement-là, vous allez droit dans le mur. oui, le risque, ce sont que les salariés, en fait, aient l'impression de se faire acheter de par le silence, voilà, d'un jeu de Et ça me fléchettes. fait, tiens, je vais te dire une petite anecdote, je pense que j'en avais déjà parlé. Un jour, mes équipes ont été appelées, parce on a aussi une branche massage entreprise, je te l'avais raconté, Aurélia, dans une société du côté du Havre, je ne citerai pas laquelle, bien évidemment, culture américaine et tout. Et en fait, il n'y avait pas eu de communication et tout le monde a dit justement, le patron, il est en train d'acheter la paix sociale. Et ça a fait un. Alors que ça aurait été très, très bien, ça aurait très bien pu. Ouais, alors que Euh, l'intention était bonne au départ, en fait. Elle était Voilà. très louable parce que c'est les méthodes américaines, mais à la fin, ça a fait un flop complet, quoi. Ah oui, ouais, ouais. Et alors, pour répondre à Jérémy, Ah voilà, merci Aurélia. J'allais poser justement la question pour revenir sur la formation. Mais je te laisse répondre du Ouais. coup Aurélia. oui, alors effectivement, Jérémy nous pose la question quelle est la différence entre la formation de référent harcèlement et la nouvelle formation. Référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, c'est effectivement déjà une formation avec un référent qui doit être désigné parmi les membres du CSE. Et en une journée, là aussi, ben, on détaille un petit peu le cadre réglementaire qui est là pour le coup très fourni. Hein, je dirais autant le harcèlement moral, il y a beaucoup de jurisprudence, notamment sur le harcèlement moral institutionnel, voilà qu'on peut voir pendant la formation. Et ça,
c'est vraiment quelque chose à prendre en compte de manière très importante par rapport à au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes qui eux aussi doivent être détaillés, qui sont la première prérogative en fait du référent harcèlement. Et c'est déjà une grosse journée. Voilà, Raphaël anime également ses formations de référent harcèlement sexuel et agissements sexistes. C'est vrai que là, on a voulu répondre finalement à un besoin qui émanait en fin de formation de dire, bah oui, le harcèlement moral. Parce que, on va dire que par habitude, on parle du référent harcèlement en CSE. Sauf que dans le texte de loi, en fait, le référent, c'est référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Donc voilà, donc réglementairement, c'est pas forcément cette personne-là qui est dédiée à s'occuper des harcèlements moraux et des APS. Donc voilà, donc nous on avait basé réglementairement la formation de référent harcèlement sur du harcèlement sexuel et agissement sexiste. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait le complément avec cette formation harcèlement moral, risques psychosociaux, où on va effectivement définir le harcèlement moral individuel, le harcèlement moral institutionnel avec la jurisprudence du 21 janvier là, qui est tombée, entre guillemets, je sais pas pourquoi, c'est un terme bizarre de dire qu'elle est tombée, mais c'est ainsi, où là on parle effectivement de harcèlement moral institutionnel. Et il faut s'en prévenir qu'on soit élu de CSE et qu'on soit employeur aussi. Donc il y a un vrai dialogue sur ce thème-là à avoir. Et c'est une formation qui sera ouverte à tout le monde. Voilà, pas uniquement aux référents harcèlement. Tout élu peut en bénéficier, toute personne des ressources humaines, tout dirigeant, voilà, avec en prérequis, j'ai envie de dire, l'envie finalement d'avancer sur ce sujet. Et, et Merci j'irais Aurélia. même plus loin. Et j'irais même plus loin. Et ça, Aurélia, tu le sais très bien. Beaucoup de CSE disent, on a un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, c'est lui qui va faire tout. Non, c'est juste une porte d'entrée, hein. On est d'accord. Oui, oui, en plus, c'est vrai que les référents harcèlement, ils ont beaucoup de choses qui leur tombent dessus parce que souvent, c'est de se dire, ah bah, c'est pas moi, c'est lui. Euh, Voilà. donc, quand on est élu de CSE, on est aussi là, en fait, pour être à proximité des collaborateurs, quels qu'ils soient. Et souvent, le collaborateur, il vient voir un élu plus qu'un autre parce qu'il y a une affinité ou il y a une proximité géographique ou temporelle. Et c'est pas forcément uniquement le référent harcèlement qui doit prendre toutes les demandes. Donc, c'est bien une équipe de CSE, et ça, c'est important, effectivement, de le rappeler. Tout à fait. On voit Merci trop Aurélia. souvent que le CSE n'est pas vraiment une équipe sur ces sujets-là. On espère avoir répondu à votre question. En tout cas, Jérémy, que c'est plus clair pour vous. Nous avons également une autre question de Sylvie. Dans notre entreprise, la prévention des risques d'accidents physiques est bien prise en charge par le service qualité. Nous, entre parenthèses CSE, avons lancé le questionnaire SATIN afin de faire ressortir quelques problèmes au niveau psychique. Comment, entre parenthèses, à l'aide de qui, peut-on aller plus en profondeur et aider ces personnes anonymes à ce jour? C'est vrai que le questionnaire Satin, c'est le questionnaire de l'INRS. Voilà, donc l'INRS, c'est une des références hein, en termes de santé sécurité au travail. C'est vrai c'est un bon réflexe en tout cas de vous y référer parce que encore une fois, on voit beaucoup de choses, mais c'est bien de se référer sur des choses qui sont reconnues et qui avancent très très bien. Il y a un outil effectivement il y a un auto-questionnaire entre guillemets qui existe pour les moins de 50 salariés, pour les plus de 50 salariés. Et Satin, en fait, c'est l'outil qui va effectivement aller un peu plus en amont sur les conditions de travail. Alors après, évidemment, bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que avec qui vous pouvez du coup décortiquer ces résultats, bah, avec un intervenant de prévention des risques professionnels. Et là, bah, du coup, on est à votre disposition pour en parler. On peut déjà faire un échange téléphonique et puis voir après si vous avez besoin qu'un de nos experts intervienne dans votre entreprise pour vous accompagner là-dessus, oui, bien sûr. La norme canadienne sur tout ce qui concerne justement le bien-être au travail, etc., qui est une norme reconnue internationalement parlant, est arrivée en France depuis quelques années et monte en puissance. Donc, bien évidemment, si vous avez besoin, voyez Aurélia, elle vous expliquera la suite avec le plus grand plaisir. Je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Peut-être Aurélia, un dernier mot, puis Raphaël également par la suite, pour Eh ben, clôturer. moi, je suis contente de ce
cette thématique en fait, parce que c'est vrai que souvent, bah, il est important de rappeler c'est quoi la différence entre bien-être et QVCT, parce que encore une fois, on met des mots sur des actions comme ça et on n'arrive pas forcément à organiser les choses, mais le maître mot, c'est bien effectivement de faire un premier diagnostic pour mettre en place des actions qui correspondent à un besoin, une évaluation qui a été faite de la situation. Et pour ça, il faut s'entourer bah, voilà, de gens formés, d'une part, voilà, former les élus, former les équipes, les managers également, hein, qui savent pas forcément ce que c'est, et qui peuvent avoir des peurs qui sont pas forcément rationnelles sur des termes comme ça. Donc l'idée c'est de former les gens et puis effectivement après bah, d'aller plus loin dans la démarche avec Raphaël, mais avec d'autres aussi qui sont voilà dans l'équipe. Mais oui, oui, on sait que c'est un sujet important et voilà, on avait à cœur de vous en parler. Euh, Tout à c'est fait. un sujet sur lequel il faut travailler aujourd'hui parce qu'il y a un gros besoin dans les entreprises. Absolument. Donc, Raphaël, merci. tu veux peut-être rebondir avant Bah, de clôturer rebondir le webinaire? après toutes les explications d'Aurélia, un petit peu compliqué de rebondir, bien sûr. Si ce n'est, j'insiste vraiment sur la sophrologie parce que je connais à peu près bien ce milieu, pas autant que le massage AMA, mais la sophrologie. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est vous voulez faire une intervention de sophrologie, super. Après l'annexe RPS, etc., je ne vais pas vous réexpliquer. Contactez les chambres directement, les syndicats professionnels en disant voilà, bonjour, on a besoin de praticiens sérieux formés, etc. N'hésitez pas à échanger avec le praticien. Parce que si vous prenez n'importe qui, n'importe quand, ça peut faire énormément de dégâts et les exemples, malheureusement, sont légion. Merci Ce que Raphaël. vous pouvez faire aussi, c'est le faire en relation avec la médecine du travail. Alors, c'est un petit peu à double tranchant, tout dépend des rapports que vous avez avec les services de santé de prévention au travail, mais si c'est vraiment dans une prévention de qualité de vie, conditions de travail, de mieux-être, etc., ça peut être intéressant de le faire en liaison avec le médecin du travail, etc. Ça commence à se faire. Ouais, puis n'hésitez pas à nous dire effectivement si vous souhaitez qu'on aille plus loin sur ce sujet-là du bien-être ou de la QVCT, parce que c'est vrai que nous, comme c'est encore quelque chose qui reste à travailler dans les entreprises, les diagnostics de risques psychosociaux, où on n'axe pas dessus, mais il y a certaines entreprises qui sont plus avancées que d'autres et sur lesquelles nous on pourra voilà également vous guider pour mettre en place cette démarche applicative en fait avec les règles d'URSSAF, n'est-ce pas entre autres. C'est vrai, non, mais c'est un tout. Voilà, donc c'est important Ouais. aussi. Donc n'hésitez pas à nous Et, solliciter dans ce et, cadre-là. Oui. et pour les règles d'URSSAF, n'hésitez pas à vous rapprocher d'ADN CSE, ils ont toutes les informations quasiment en temps réel. Ah, une dernière question. Ah, Pourquoi le médecine du travail peut être à ah, double tranchant? parce que Alors, beaucoup de services de santé au travail pensent que la sophrologie, etc., etc., c'est un exercice illégal, on empiète sur leur plate-bande. Je rappelle quand même pourquoi je parle de la sophrologie et pas d'autres techniques, c'est que la sophrologie, c'est le premier à avoir le fameux RNCP, certificat connaissance de pratique professionnelle, et qui a été même la branche a même été reconnue par le Sénat. Donc là, c'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que ça peut le faire. Mais dans l'esprit des médecins, ils sont assez fermés sur certaines choses, donc c'est pour ça. Faut pas y aller bille en tête. en Partir fait, sur de la prévention. effectivement, pour répondre à Sylvie là-dessus, c'est plus une vision qu'ont les médecins généralistes, notamment, sur un métier de sophrologue qui n'est pas un métier, c'est pas une spécialité de médecine en soi. Donc, Voilà. donc voilà, donc c'est plus ce débat-là. Si vous avez quelqu'un qui est assez ouvert et qui se dit, mais de toute manière, quel qu'en soit le gain, c'est toujours positif en fait de dire aux salariés, voilà, on vous offre une oreille attentive et des possibilités derrière avec une consultation de sophrologie. Puis il y a d'autres médecins du travail qui vont vous dire, ouais, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc ça c'est une question de personne, voilà. Euh, Voilà. Au même titre que c'est pas forcément remboursé par les mutuelles, bah, des fois, Voilà. on a ces débats-là avec les médecins. Bon, Par contre, on peut le mettre sur une ligne comptable, prévention, stress, TMS. Ça passe tout seul et c'est totalement validé par l'URSSAF. bon à savoir. Merci Raphaël.
On va pouvoir clôturer ce webinaire. Je tenais à remercier chaleureusement aussi Aurélia et Raphaël. Merci pour votre expertise et puis merci également à Plaisir. tous nos participants pour leurs questions. Ce fut un webinaire riche en informations. Donc juste pour rappel, je vais vous envoyer le replay de l'événement. Donc comme ça, si jamais vous souhaitez revoir un moment précis de l'intervention de Raphaël ou également sur notre nouvelle formation que nous venons de lancer, vous allez pouvoir y retourner librement. Je tiens également à vous rappeler que je vais également vous envoyer le lien si vous souhaitez des informations sur notre nouvelle formation pour que du coup Aurélia puisse revenir vers vous rapidement et puis mieux vous guider aussi dans vos besoins actuels ou futurs. Et puis merci à toutes et à tous et je vous souhaite une agréable Merci. journée. Merci. Égal. Merci à vous. Merci Raphaël.